Le président de la République a reçu à Kinshasa ce lundi son homologue burundais et président en exercice de l'Union africaine Évariste Ndayishimiye. Pour cette visite de travail de 48 heures, les deux chefs d'État se rendent face à la presse ce lundi, selon le protocole annoncé. Plus d'1 million des finalistes ont débuté ce lundi les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État à travers le pays. La ministre d'État en charge de l'éducation a donné le go symbolique dans le sud-est du pays, à Lubumbashi. Le Parti travailliste a retiré sa confiance au Premier ministre britannique. Conséquence, Keir Starmer a annoncé sa démission ce lundi au 10 Downing Street. Il ne pourra pas conduire le pays jusqu'aux prochaines législatives et assure l'intérim jusqu'à l'installation de son successeur. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce lundi n'est pas un jour comme tous les autres pour les finalistes des humanités en République démocratique du Congo, selon les statistiques en notre disposition ce matin rendues publiques par le Centre national d'organisation d'examen. 1 082 742 candidats du cycle long de l'enseignement secondaire, général, normal et technique participent à cette nouvelle session ordinaire de l'examen d'État 2026. La ministre d'État en charge de l'éducation a choisi la ville de Lubumbashi pour donner le go symbolique du début des épreuves. Elle a annoncé que cette édition comprend également 14 centres de passation situés hors du territoire national, notamment en Angola, en Ouganda, au Burundi et en Tanzanie. Comparativement à l'édition 2025 qui avait enregistré 1 079 349 candidats, l'effectif global a augmenté de 3 393 inscrits, soit une croissance de 0,3%. La participation féminine connaît une progression plus remarquée avec près de 20 000 filles supplémentaires, portant leur taux de représentativité de 42,9% à 44,6%. La province éducationnelle du Haut-Katanga 1 reste la plus importante du pays avec 91 971 candidats devant Kinshasa-Lukunga 48 871, Kinshasa-Tchangou 45 449, Kwilu 2 49 408, Sud Kivu 1 42 055 et Kinshasa-Moamba 40 620. Lançant ses épreuves depuis la ville de Lubumbashi, Raissa Maludinanga, ministre d'État en charge de l'éducation nationale, a encouragé les candidats et candidates à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous réaffirmons que l'évaluation certificative est un instrument de justice scolaire et de promotion du mérite. Nous réaffirmons que le diplôme d'État doit conserver toute sa valeur parce qu'il engage le parcours des élèves, la confiance des familles, la qualité de notre système éducatif et l'avenir de la nation. Sur ce, je déclare officiellement lancées les épreuves de la session ordinaire de la 59e édition de l'examen d'État et du jury national du cycle court édition 2026 sur toute l'étendue du territoire et dans les centres hors frontières. À toutes et à tous, je souhaite plein succès. Nous sommes l'éducation nationale. Nous préparons l'avenir de nos enfants. Nous construisons la nation. Cette année, 14 centres de passation fonctionnent hors des frontières nationales, notamment en Angola, en Ouganda, au Burundi et en Tanzanie. D'après les ministères des tutelles, ils accueillent au total 3 698 candidats congolais poursuivant leur scolarité à l'étranger. À Kinshasa, nos reporters se sont rendus au collège Saint-Joseph Elikia pour prendre le pouls de ce premier jour de la session ordinaire. Nathan Diamouete a rencontré des finalistes plutôt sereins, sortant déjà des différents locaux après avoir affronté l'épreuve de culture générale. À notre micro, ils ont évoqué quelques défis logistiques et le succès du déroulement de ce premier jour. Oui, aujourd'hui, lundi 22 juin 2026, c'est le coup d'envoi de la session ordinaire de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et ici à Kinshasa où nous sommes devant l'école Elikia, les collèges Saint-Joseph, où déjà dès 7h30, des élèves s'étaient déjà rassemblés pour suivre les instructions des chefs de ces centres où se passent justement ces épreuves de l'examen d'État. Et contrairement aux années précédentes, nous avons
avons relevé plusieurs particularités, notamment la rigueur plus la traçabilité. Max sur l'identification, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a mis en tête des priorités, c'est-à-dire des consignes claires aux élèves, bien renseignés, identité plus numéro de macaron avant de rédiger, soigner la présentation, utiliser les crayons prévus pour limiter nature, pas de précipitations, rélecture obligatoire avant de rendre. Et en même temps aussi, nous avons noté pendant le déroulement de ces épreuves la traduction, c'est-à-dire tolérance zéro sur les erreurs d'identité et la tricherie. Ils veulent donc préserver l'image de l'examen d'État, c'est-à-dire le miroir de l'excellence et du mérite réel. Après les scandales, bien évidemment, 2 années est passé, l'État cette fois tape dur. Ça s'est passé plutôt bien, malgré que c'était un peu stressant, mais je dirais plutôt que ça s'est bien passé. Certaines personnes nous disaient l'année passée ça sera un peu dur, tout ça, pour nous faire peur. Mais malgré ça, moi je trouvais que c'était quand même bien passé, malgré que c'est stressant, tout ça. Super bien passé. L'organisation et tout ça, ninana. Juste qu'ils arrêtent un peu d'oppresser les enfants, tout ça, ça sera compliqué, ça sera difficile. Alors que je suis arrivée là-bas, c'était bon. Tout ce qu'on a étudié à l'école, c'était totalement ce qu'on a retenu. C'était très facile. Et ici, le constat que nous avons relevé sur place, des élèves, bien que ça a été facile pour les uns, compliqué, difficile pour les autres, il faut noter qu'il y avait les stress pour beaucoup d'élèves qui notent en même temps des irrégularités, des défis logistiques qui doivent être relevés pour les prochains jours. Vous savez, aujourd'hui, c'était la culture générale et demain, ce sera le français pour la suite de ces épreuves d'examen d'État. C'était Nathan Diamouete pour le compte des Télé 50. Merci à Nathan Diamouete qui était accompagné de Yves Massala. Autre chose, à présent, coopération bilatérale. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est arrivé ce lundi à Kinshasa pour une visite d'État de 48 heures à l'invitation de son homologue Félix Tshisekedi. Un tête-à-tête est prévu à la Cité de l'Union africaine, suivi d'une conférence de presse conjointe, nous apprend le service protocole de la présidence de la République. Les échanges entre les deux dirigeants porteront sur des questions d'intérêt commun, notamment la gestion de la sécurité dans l'est de notre pays ainsi que la riposte contre la maladie à virus Ebola. Actualité politique, quelques heures seulement après la déclaration de la SENCO s'opposant à tout changement de la Constitution, des militants s'y réclamant de la Force du Progrès, structure affiliée à l'UDPS, le parti présidentiel, ont occupé sans autorisation l'archevêché de Kinshasa puis celui de Kananga, ainsi que plusieurs paroisses. Sur place, des injures, des menaces et installation d'un signe du parti que l'Église catholique a dénoncé dans un communiqué. À l'UMT, en matinée politique, le secrétaire général du parti, lui, a fait déchirer une copie du message des évêques insistant sur l'aspect laïque de l'État congolais. C'est une nouvelle escalade qui inquiète de nombreux Congolais. Samedi 20 juin 2026, en fin de matinée, un groupe de militants s'est emparé de l'espace devant l'archevêché de Kinshasa. Sans autorisation, ils y ont implanté les insignes de l'UDPS, proféré des injures et des menaces à l'encontre des autorités ecclésiastiques. Seule l'intervention rapide de la police nationale a permis de rétablir le calme sans incident majeur. Le lendemain, dimanche, les mêmes scénarios s'est reproduit à Kananga dans le Kasaï central. Des partisans souvent désignés comme des Wewa ont envahi l'archevêché et plusieurs paroisses de la ville pour protester contre la signature par leur évêque de la déclaration de la SENCO. Dans un communiqué officiel, la chancellerie de l'archevêché de Kinshasa a fermement condamné cette provocation inacceptable, y voyant une atteinte grave au respect des lieux de culte, à la propriété ecclésiastique et au principe du vivre ensemble. L'Église appelle les autorités politico-administratives et sécuritaires à garantir la protection effective des personnes et des biens religieux. Cette vague d'action intervient juste après la prise des positions claires de la SENCO. Les évêques ont estimé dans leur déclaration qu'il n'existait ni nécessité, ni urgence, ni opportunité de réviser la Constitution, particulièrement l'article 220 qui verrouille les clauses intangibles. Ils mettent en garde contre les risques de balkanisation et d'instabilité dans un pays déjà
déjà fragilisés par l'insécurité. La Senko, qui a multiplié les appels au dialogue et à la paix ces dernières années, se retrouve une nouvelle fois au cœur d'un bras de fer politique, en invitant les fidèles catholiques et les personnes de bonne volonté à la vigilance, au calme et à la prière. L'archevêché de Kinshasa a placé l'ensemble de l'Église sous la protection de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo. Toutes les voies raisonnables appellent aujourd'hui au dialogue et à la retenue pour éviter que les divergences politiques ne dégénèrent en conflits religieux ou communautaires. Quant au président du Conseil national de suivi de l'accord, Joseph Olengankoy, qui s'est positionné ces dernières semaines du côté des voix qui s'opposent à tout changement de la Constitution, il est attendu ce mardi à 11h à la Cour de cassation selon une invitation que l'opinion a pu consulter en primeur sur les réseaux sociaux. D'après l'intéressé, les documents précisent que le motif de sa convocation lui sera communiqué sur place, mais cette démarche intervient 3 jours après l'annonce par la justice de l'ouverture d'une information judiciaire concernant les incidents survenus le 12 juin lors du sit-in de l'opposition devant le Palais du Peuple. Sur son compte Twitter, Joseph Olengankoy avait dressé un bilan faisant état de 10 morts et de plusieurs dizaines de blessés. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle a procédé au lancement officiel de la 2e édition de l'atelier consacré aux normes et à la réglementation liée à l'utilisation des additifs alimentaires dans les produits consommés dans le pays. La cérémonie s'est tenue à l'Institut national des arts en présence de plusieurs autorités administratives. De renforcer les cadres normatifs et réglementaires nationaux organisé conjointement par l'OCC, ECOSIS et la Société chimique du Congo. Cette rencontre scientifique et technique a réuni pendant 2 jours des chercheurs, industriels, entrepreneurs, responsables des organismes de contrôle ainsi que des décideurs publics autour des enjeux de la sécurité alimentaire et sanitaire. Les travaux ont permis d'examiner les défis liés à l'usage des additifs alimentaires dans les produits destinés à la consommation en RDC. Dans son allocution, le professeur Pierre Loo Laosomba a souligné l'importance de renforcer les cadres normatifs et réglementaires nationaux afin de garantir une meilleure protection de la santé publique. Il a rappelé que l'OCC joue un rôle central dans le contrôle de la qualité des produits, la certification, l'accompagnement des producteurs et la défense des intérêts des consommateurs. Les échanges ont également constitué une plateforme de réflexion sur les mécanismes à mettre en place pour assurer une alimentation saine et sécurisée à la population congolaise. Nos connaissances sur les additifs alimentaires, leur encadrement réglementaire et leur impact sur la santé publique. Nous avons également découvert des savoir-faire remarquables de nos producteurs locaux. Plus qu'un slogan, le Made in RDC est aujourd'hui une réalité porteuse d'espoir, d'emploi et de croissance économique. Les participants ont partagé leur expérience et formulé des pistes et des solutions pour améliorer la surveillance des produits alimentaires sur les marchés nationaux. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations stratégiques ont été adoptées. Parmi celles-ci figure la création d'un répertoire national des additifs alimentaires autorisés, la mise en place des mécanismes de veille et de surveillance sanitaire, l'organisation de formations intersectorielles destinées aux acteurs de la chaîne alimentaire, ainsi que le développement d'une plateforme numérique de signalement et d'analyse des incidents alimentaires. Les choses vont moins bien à la Société congolaise des postes et télécommunications, SCPT, où les agents et cadres ont déclenché un mouvement de protestation ce lundi entraînant la paralysie des activités au sein de l'entreprise. Ils réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire et exigent le départ de l'actuelle directrice générale qu'ils accusent de mauvaise gestion et de favoriser la création d'entreprises parallèles. Les travailleurs promettent de maintenir la pression jusqu'à obtenir des réponses des autorités compétentes. Ils haussent les tons et dénoncent leurs conditions de travail au sein de la Société congolaise des postes et télécommunications, SCPT. Ces agents et cadres réclament à ce jour 17 mois d'arriérés des salaires. Malgré les différentes négociations menées, ils affirment n'avoir toujours pas obtenu gain de cause.
Nous sommes venus maintenant réclamer les droits, que les travailleurs puissent se retrouver. Nous voulons nous retrouver dans notre droit ici à la SCPT. Ça fait du 7 mois, on peut dire même plus de 56 mois si nous pouvons compter pour les autres comités. Mais pour le comité actuel, c'est 17 mois d'impayement. Nous voulons que l'État puisse nous écouter, c'est comme ça que nous sommes dehors. Puisque nous avons eu à faire beaucoup de démarches auprès de la présidence, auprès de notre ministre tutelle, auprès des ministères du portefeuille, mais nous ne tirons pas gain de cause. La gestion de l'actuelle directrice générale figure également parmi leurs principales revendications. Il la qualifie d'opaque et dénonce une gestion qui juge calamiteuse de l'entreprise ainsi que la vente présumée illicite du patrimoine de la SCPT. On a connu sa autorité 3 ans à Sali, projet clair et salité. 3 ans à Sali, il y a de la gabégie totale. Mabende na mabé. Alors que les climats demeurent tendus, les agents promettent de maintenir la pression jusqu'à obtenir un signal clair de la part des autorités compétentes. Moins de 2 ans après son arrivée au pouvoir, le Premier ministre travailliste a annoncé lundi sa démission après des mois de pression, précisant qu'il resterait en poste jusqu'à la désignation de son successeur à la tête du parti travailliste, Keï Starmer, avec ces derniers mois progressivement perdu la confiance du parti et s'est dit moins apte à conduire le pays jusqu'aux prochaines législatives. C'est avec une gorge nouée que le Premier ministre britannique, Keïr Starmer, a annoncé sa démission devant les 10 Downing Street. Il a prononcé son discours de départ à la tête du Parti travailliste et du gouvernement après avoir admis que son groupe politique ne le considérait plus comme la personne la plus apte à conduire le pays jusqu'aux prochaines élections législatives. Il a toutefois indiqué qu'il resterait en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. Parmi les candidats potentiels à sa succession, dont le nom circule déjà, Andy Burnham est considéré comme le favori. Son récent retour au Parlement a renforcé les spéculations quant à une éventuelle candidature à la direction du parti et du gouvernement. Devant les 10 Downing Street, Starmer a expliqué qu'il avait entendu les messages envoyés par son parti qu'il acceptait avec grâce le fait qu'il n'était plus considéré comme la meilleure personne. Cette décision intervient après plusieurs semaines de contestation interne au sein du Parti travailliste. Le mauvais résultat enregistré lors des élections locales, les critiques concernant la gestion de l'économie ainsi que plusieurs démissions ministérielles ont affaibli son autorité politique. Le chef du gouvernement britannique a essuyé de nombreuses démissions. Parmi les démissions ministérielles, l'on compte celle de John Healey le 11 juin, ministre à la Défense. Le Royaume-Uni s'apprête désormais à connaître son nouveau Premier ministre, tandis que la course à la succession est officiellement lancée. Élu triomphalement en 2014, après 14 années de gouvernement conservateur, Starmer quitte le pouvoir moins de 2 ans plus tard. Son départ marque un nouvel épisode d'instabilité politique au Royaume-Uni qui pourrait connaître son 7e Premier ministre depuis le référendum sur le Brexit de 2016. Merci beaucoup Damaris Kamé pour cette page internationale. Nous commençons à présent la page spéciale sportive avec l'Afrique qui continue de progresser dans cette Coupe du Monde 2026. Après le Maroc, le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Égypte a tenu sa première victoire dans ce mondial en venant à bout de la Nouvelle-Zélande. Au pays, Mazembe a repris son trône après avoir battu Céleste en finale. Le point complet sur l'actualité sportive du week-end, c'est avec Christian Bokaya qui me rejoint tout de suite. Bonjour et bienvenue Christian Bokaya, c'était tout pour ce résumé sportif 100% football. On comprend, c'est un peu le mois du football. Cette saison sèche, on se retrouve à 19h30. On se retrouve à 19h45 et surtout demain pour l'avant-plateau, le plateau d'avant-match plutôt, Colombie, RDC, avec l'invité spécial Christopher Ochokum. Ah, c'est à quelle heure? Ce sera certainement à 17h. Alors, comme le programme n'est pas encore fixe, tu ne peux pas m'inviter. 17h, 18h. Merci beaucoup Christian Bokaya, ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le président de la République a reçu à Kinshasa ce lundi son homologue burundais et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye. Pour cette visite de travail de 48 heures, les deux chefs d'État seront face à la presse ce lundi, selon le protocole annoncé. Plus d'1 million de finalistes ont débuté ce lundi les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État à travers le pays. La ministre d'État en charge de l'éducation a donné le go symbolique dans le sud-est du pays à Lubumbashi.
Le Parti travailliste a retiré sa confiance au Premier ministre britannique. Conséquence, Keir Starmer a annoncé sa démission ce lundi au 10 Downing Street. Il ne pourra pas conduire le pays jusqu'aux prochaines législatives et assure l'intérim jusqu'à l'installation de son successeur. Ne nous quittez pas, Héritier Ntambwa m'a déjà rejoint de l'autre côté du plateau pour la revue de presse. Héritier, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christophe et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent des partout. Deux sujets pour votre revue de presse. D'abord, le débat sur la Constitution. La SENCO a enfoncé le couteau dans la plaie et ça ne plaît pas au pouvoir. Tout à fait. Le sujet continue de faire couler encre et salive. Les réactions fusent de partout. Quelques-unes ont été sélectionnées ici par la presse. On ouvre le bal, Christopher, avec la référence plus qui titre à sa une contre tout éventuel changement constitutionnel. Un appel à une mobilisation citoyenne sans équivoque. La SENCO s'y oppose. Ce média fait savoir que la conférence épiscopale nationale du Congo a donné sa position en termes d'avertissement sur la situation actuelle qui traverse le pays. Je rappelle, c'était le samedi 20 juin dernier pour l'Église catholique. Rapporte de son côté le potentiel. Il n'est ni opportun ni nécessaire de modifier la Constitution dans les contextes actuels. Le journal note que cette prise de position suscite des réactions contrastées au sein de la classe politique congolaise. Parmi les répliques, Christopher, on note celle du député national Meshak Mandefou, réagissant sur le réseau social X. L'élu écrit « La SENCO et les dévoiements de la laïcité et quand les religieux se substituent à la souveraineté » pour le site d'information New Narratif qui aborde également cette question dans la tribune. L'élu de Kazumba, Meshak Mandefou Mwela, réaffirmant deux principes fondamentaux consacrés par la Constitution de la République démocratique du Congo. Le premier est celui de la laïcité de l'État, précise ce média, consacré à l'article 1er de la Constitution qui établit clairement la séparation entre les sphères religieuses et politiques. Le second est celui de la souveraineté nationale, énoncé à l'article 5, selon lequel celle-ci appartient exclusivement au peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement à travers ses représentants légitimes. D'un média à l'autre, Christopher Otiokoum, la surveillance précise de son côté que l'élu des Kazumba développe son analyse autour de 6 principaux points, à savoir la laïcité, le mandat de l'élu face aux injonctions d'une structure privée, l'exception congolaise au regard des conférences épiscopales dans la région de Grand Lac, la proximité idéologique entre la SENCO et l'opposition qualifiée de radicale, le silence de la SENCO face aux tragédies de Goma et Bukavu et la question de l'indignation sélective, l'impact de certaines prises de position de la SENCO sur l'unité nationale en période d'agression extérieure. Pour la surveillance, Christopher Otiokoum, à travers cette réflexion, le professeur Meshak Mandefou, président ad interim du Congrès national congolais, parti cher au sénateur Pius Bilou, souligne qu'aucune institution confessionnelle, quelle que soit son influence, ne peut se substituer aux institutions républicaines ni à la volonté du peuple souverain exprimée conformément à la constitution du pays. Très bien. Le deuxième sujet concerne le Haut-Katanga où se tient en ce moment le DRC Mining Week 2026. La société TFM a présenté ses réalisations et quelques opportunités d'affaires. Tout à fait, Christopher Otiokoum. Ce titre est à retrouver à la une du journal Le Pacifique qui nous informe que la 21e édition de DRC Mining Week 2026 vient de se tenir à Lubumbashi. Nous sommes dans le Haut-Katanga. C'était du 17 au 19 juin 2026.
2026 sous le thème « L'énergie pour les mines, le mythe énergétique ». Le média renseigne que la société tech Fungurume Mining TFM a pris part à cette table ronde minière en sa double qualité de sponsor majeur et des participants, où elle a eu à présenter ses réalisations ainsi que les opportunités d'affaires qu'elle offre. Le Pacifique rappelle que depuis sa création en 2006, cette société minière a déjà contribué au trésor public à la hauteur de 8,662 milliards de dollars américains. Par ailleurs, au profit du développement communautaire, TFM a investi 344,82 millions de dollars tout en créant plus de 20 000 emplois. Parmi ses réalisations, le Pacifique épingle entre autres le décaissement de 102,58 millions de dollars au titre de 0,3% de son chiffre d'affaires. Le média note enfin, et j'en termine là-dessus, Christopher Ochokum, qui est pendant la DRC Mining Week de Lubumbashi, les débats ont tourné autour de la demande de sociétés minières face aux services publics concernant les déficits de l'énergie électrique et l'instabilité du réseau national. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce lundi, Christopher Ochokum. Merci beaucoup, héritier Ntamboa. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Tout à fait. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue également, d'avoir suivi ce journal de Télé 50. Nous vous disons infiniment merci. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.